et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enjeu Capital. J'ai oublié le nombre d'émissions, d'habitude je démarre toujours comme ça. 65 normalement. 165e numéro d'Enjeu Capital. Heureusement que mon fidèle compagnon, mon fidèle camarade Yacine est là pour me le rappeler. Je perds la mémoire, je vieillis, c'est pas beau. Salut à tous, donc je vous disais, on est là pour débriefer la rencontre qui a lieu hier entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Victoire 3-1 des Parisiens. Avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Danilo et un but de Boenga pour Saint-Etienne. Et je vais tout de suite vous présenter mes trois camarades du jour. Pour m'accompagner, tout d'abord Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment ça va? Ça va super bien, surtout après le match d'hier. Ouais, t'as vu un beau match? Ah bah, football samba, hein, c'est marqué là, donc... Ah bah voilà, t'as kiffé, t'as pris du plaisir. On est à moins de 15 jours de la rencontre, du match retour face au Real. Donc on a vu des belles choses, on a vu de moins bonnes choses, mais on a vu de belles choses aussi. Donc ne boudons pas notre plaisir. Mon deuxième camarade du jour, c'est l'indispensable, l'éternel Yacine Amned, qui était au parc hier en tribune presse pour voir ce match. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous, ça va, merci. Ça s'est bien passé, t'as pas eu trop froid hier? Ah, il caille un peu, le vent, il était pas terrible. Oui, j'ai pensé à vous. Moi, j'étais au fond de ma couette, tranquillement au chaud, parce que je suis à 400 km. Mais ici aussi, il faisait un peu froid en soirée. Donc, bon, t'as vu un beau match quand même, malgré tout? Ouais, j'ai cru devoir sortir la sulfateuse avant la 25e, bon, finalement... C'est vrai qu'en début de match, j'ai pensé à toi, Yass. Il est pas content, il est bougon, Yacine, surtout après les ballons perdus de Neymar, tout ça, je me suis dit... Et puis, on a vu une bonne fin de première mi-temps, un bon début de deuxième aussi, et puis une fin tout en gestion, et on en reparlera. Et notre troisième camarade du jour, c'est Alexandre Orenbuch. Je l'ai bien prononcé? Parfait, Mousse, c'est ça. Super. Alexandre, tu es un des membres fondateurs du compte Twitter Saint Inside, et on t'a invité aujourd'hui pour que tu nous fasses part de ton analyse sur ce que tu as vu du jeu stéphanois. On parlera aussi un peu de Pascal Duprat. Et tu nous diras si tu as cru malgré tout jusqu'au bout, ou si le génie de Kylian Mbappé a éteint tout espoir en début de seconde période. Tu nous diras tout ça. Et puis on va d'abord démarrer par votre sentiment global sur le match. Et puis honneur aux perdants, honneur aux vaincus, Alexandre. Alors Saint-Etienne restait quand même sur 3 victoires et un match nul. Ils entamaient leur remontée plutôt de bonne manière. Bon, après stoppé évidemment par Paris, mais ce sera pas la seule équipe cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé toi globalement du match, de la compo? Alors c'est vrai qu'il manquait hier un élément important, c'était Wabi Kazri. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu en préambule de cette équipe de Saint-Etienne depuis que Pascal Duprat a repris le club, qui a succédé à Claude Puel? Quel est son style de jeu? Et est-ce qu'il a une équipe type, malgré l'absence hier de Wabi Kazri? Est-ce qu'il a déjà installé son équipe type ou pas du tout? Alors, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, il y a 2 phases à analyser. La première, c'est les deux matchs avant la trêve contre Nantes et Nantes et Lens avant la trêve, mais c'est les 2 matchs avant le mercato et l'arrivée de 7 joueurs. Donc Nantes et Lens, c'était 2 matchs dans la continuité de ce qu'on voyait sous Claude Puel. Et il y a eu ce mercato d'hiver où il y a eu 7 recrues, notamment avec Eliakim Mangala, Enzo Crivelli qui n'a pas joué, mais qui a été recruté, Falaï Sako, qui a été très bon hier d'ailleurs. Donc voilà, il y a eu 2 phases, et c'est vrai que depuis ce mercato d'hiver, on restait sur 4 matchs sans défaite, donc 3 victoires consécutives, et un match nul face à Strasbourg la semaine passée à Geoffroy Guichard. Donc c'est vrai qu'on voyait une montée en puissance. On sent une équipe plus cohérente, une équipe unie qui joue ensemble. Donc ça aussi c'est important quand on est à la lutte pour le maintien. Et par rapport à la composition, est-ce qu'il a trouvé un 11 type? Alors déjà il a trouvé une formation type. On joue en 3-4-3. On joue en 3-4-3 ou 3-5-2, ça dépend comment ça s'articule tout ça. Par rapport à 11 type, disons qu'il a une colonne vertébrale. Bernardoni, Mangala Nadé dans l'axe, Camara au milieu et Kazri devant. Voilà, c'est sa colonne vertébrale sur laquelle il s'appuie. Plus t'as les deux ailiers très importants dans le jeu en transition rapide avec Nordin et Boenga. Ouais, t'as Norda, Bouanga, ça peut être Amouma aussi en sortie de banc, Adil Aouchiche aussi qui revient pas mal.
Donc voilà, il s'appuie sur quelques éléments clés et après ça tourne en fonction de la forme de chacun. Ok, et sur le match, après, avant de revenir dans le détail, sur le match des Verts hier, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Alexandre? 30 premières minutes très cohérentes. Je pense que s'il n'y a pas Kimpembe et Donnarumma, c'est pas volé si on mène 2-0 à la demi-heure, sincèrement. Je trouve qu'on a été très bon dans les transitions et pas que, en fait. Je trouve que je serais curieux d'avoir le taux de possession à la 30e. Mais je pense qu'on avait le ballon, on l'utilisait bien. Techniquement, c'était propre, notamment avec un Riyad Boudbouz des grands soirs techniquement. Bouanga, très bon. Et j'ai bien aimé aussi le double pivot Kamara Youssouf, Gourna Youssouf, pardon, très complémentaire. Donc non, je nous ai trouvé cohérents. Maintenant, après, qu'est-ce que vous voulez faire face à un extraterrestre pareil? Donc voilà, on y reviendra, mais des regrets, c'est dire le niveau de jeu, enfin le niveau qu'on affichait hier soir. Ton micro, Mousse. J'avais coupé le micro parce que j'avais un chat dans la gorge. Oui, je disais donc pour la possession, mais globale sur les 90 minutes, on est à 63% pour Paris et 37% pour Saint-Etienne. Même question pour vous, messieurs. Je viens vers toi, JB, tout d'abord sur la compo du Paris Saint-Germain que je vais rappeler. Parce qu'il y a eu quand même quelques absents hier. Donc on avait Gianluigi Donnarumma dans les buts. À gauche, on avait Nuno Mendes, on avait la charnière habituelle, Marquinhos, Kimpembe. À droite, Kerrer, qui a remplacé Achraf Hakimi, qui a été laissé, je pense, en prévision du match face au Real, parce qu'il y a une petite gêne, on n'a pas voulu prendre de risques. On a eu un milieu à 3 avec un Danilo devant la défense, Gueye qui est accompagné par Gueye et Wijnaldum, et ensuite le trio d'attaque habituel, Mbappé, Neymar et Messi. Tes impressions, JB, sur la globalité du match? Bah écoute, moi dès que je vois Kerrer sur une feuille de match, j'ai peur. Donc là, écoute, j'ai été en difficulté très vite. Ensuite, le milieu, pas forcément mon niveau, et les 25 premières minutes, pour pas dire les 20 premières, j'étais très très énervé. Parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai vu un Saint-Etienne qui était capable de nous rentrer dedans, de nous mettre vraiment en difficulté. Et si effectivement on n'avait pas eu et Donnarumma, et Kimpembe et Marquis, ça aurait été très très compliqué. Normalement, ce match-là, tu dois être à la demi-heure à 2-0, quoi. Et puis tu sentais que tu pourrais pas t'en sortir. C'est-à-dire que les mecs en voulaient plus, ils te rentraient dedans et puis ils avaient ciblé les postes faibles. La relance de Danilo, Kerrer sur le côté. Bon. Et puis après, la machine s'est enclenchée. On a vu aussi la supériorité d'une équipe qui vaut quasiment 1 milliard. Ouais. Tu vois que quand t'as Mbappé, c'est simple, il suffit de lui donner la balle et puis t'attends, il te fait des trucs qui n'existent pas. Messi, on l'a retrouvé un peu sur la fin, c'est-à-dire que, il a plus le pouvoir d'accélération qu'il avait, mais il est capable de faire encore des différences et de faire des passes incroyables. Et puis il y a cet extérieur du pied d'Mbappé. En live, tu le vois, tu te dis, il va quand même pas la faire. Elle va pas. Eh ben si. Tu vois Danilo Pereira en mode basketteur. Bon. Ah, c'était Michael R. Danilo hier. Hein. Ah, c'est la première fois qu'on voit un Portugais sauter aussi haut depuis Cristiano Ronaldo, quoi. Maintenant, non, moi j'étais un peu. Ça reste quand même Saint-Etienne. C'est-à-dire que ok, c'est une équipe qui joue son maintien, qui met énormément d'énergie, qui a jamais lâché. Et honnêtement, si t'es supporter des Verts aujourd'hui, tu peux être fier de ton équipe. Maintenant, si t'es le PSG, tu sais qu'en face, tu vas te prendre le Real en match retour. Tu sais que tu vas te taper Nice la semaine prochaine. Et à un moment donné, il faudrait qu'on gagne en constance, qu'on soit capable de faire un match complet. Hier, c'était l'occasion. En plus, le public du parc était en feu. Bon, heureusement qu'Mbappé est là, quoi, parce qu'à un moment donné, on se demandait qui arriverait à faire la différence. Et puis t'as Neymar, quoi, ou plutôt son cousin éloigné. C'est inquiétant tout ça. Après, il a besoin de reprendre du rythme, on le comprend tous. Mais quand tu dis c'est inquiétant, tu parles uniquement de Neymar. Hein. Ouais, ça fait 3 ans qu'il a besoin de reprendre du rythme, Neymar. Donc, faudra que ça arrive. Donc, j'imaginais Yacine, moi, dans les tribunes du parc, dans le froid, dans la peine, en train de se demander, au bout de 20 minutes, s'il allait faire un AVC tout de suite ou s'il allait descendre mettre un coup de tête à Mauricio. Voilà. Non, sache que l'extérieur de Kylian Mbappé a tout fait oublier à Yacine et il était comme un fou. Je sais qu'il apprécie particulièrement ce genre de geste. N'est-ce pas, Yacine? Yacine, on va venir à toi. Hein. Sur la composition, Yacine, on peut aussi dire que Pochettino n'avait pas beaucoup de choix parce que, notamment au milieu de terrain, il y avait quand même quelques absents. On parle de Paredes, Verratti n'était pas là, Herrera non plus. Donc je crois que sur le banc il y avait Junior Dina Dimbe et Xavi Simons. Je crois que Michu n'était même pas sur la. Je crois qu'il avait joué avec le U19 d'ailleurs. Et Draxler. Et Draxler, qui peut aussi évidemment, qui peut jouer au milieu,
pas dans le même registre qu'un Herrera ou qu'un Paredes, mais c'est vrai qu'il peut jouer au milieu. Sur la compo et sur le match dans sa globalité, Yas? Sur la compo, l'algorithme, de toute façon, on n'allait pas être trahi. Hein. L'algorithme des joueurs disponibles, il y avait le 4-3-3, voilà. Moi, je répète, hein, ce qui me dérange, c'est que moi, je continue de dire la même chose. Il prépare pas les matchs de Ligue 1. Les matchs de Ligue 1, il met son équipe sur le terrain et de toute façon, il a rien préparé. C'est-à-dire, je sais même pas. Franchement, vraiment, je sais même pas s'il a regardé des matchs de Saint-Etienne. Je pense vraiment qu'en Ligue 1, il pose son équipe et il se dit de toute façon, le talent, ça va passer. Je m'en fous de qui est en face. Parce qu'en fait, le système, il change jamais. L'attitude des joueurs, t'as vraiment l'impression que c'est eux, à un moment donné, dans le match, qui décident d'accélérer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et il n'y a jamais de truc en se disant tiens, ce côté-là, c'est un peu plus faible, donc on va jouer là. Au milieu, attention. C'est toujours la même équipe du PSG en Ligue 1, voilà, qui se pose sur le terrain et puis qui, à un moment donné, accélère, réagit. Voilà. Après, sur le reste, quand tu poses ton équipe sur le terrain et qu'en face, tu as quelqu'un qui a préparé quelque chose, tu peux être surpris, comme à Nantes la semaine dernière, comme là, les 25-30 premières minutes, où moi, je ne serais pas comme Alexandre, je ne dirais pas que Saint-Etienne avait la possession, mais en fait, ils l'ont eu plus qu'on l'attendait, ça c'est clair et net. Ah ouais. Et surtout, ils étaient dans une idée de transition, mais pas l'idée de transition avec un bloc dans ses 16 mètres, et puis on jette le ballon, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Hein, c'était quand même plutôt calculé, c'est-à-dire que les circuits de passe, tu savais ce qu'ils devaient faire à la récupération. Après, c'est logique qu'il y ait des joueurs qui soient privilégiés, par exemple comme Bouanga, que tu cherches en priorité. Donc, ça ne veut pas dire que tu jettes sur Bouanga. Surtout qu'il joue du côté le plus faible du PSG, c'est aussi les deux, en fait, parce qu'à ce moment-là, c'est le côté le plus fort de Saint-Etienne et ça correspond au côté le plus faible du PSG. Donc, exactement. Voilà, parce que Kerrer s'est plombé façon United au bout de 3 minutes de jeu. Et son match, je pense que tu pouvais le sortir à la 3e, hein, c'était terminé. Dans sa tête, il a revu 2019, c'était la catastrophe. Bref, voilà. Et puis après, en fait, il y a un changement de système qui t'amène à être mieux positionné, à être plutôt cohérent, au moins dans la récupération du ballon sur les transitions. Et après, il y a l'égalisation en fait qui fait du bien juste avant la mi-temps. Ouais. Il y a le changement de Pochettino avec l'histoire de Di Maria couloir droit et le début de deuxième en fait qui est parfait parce que tu reviens avec une autre envie et sur ton gros temps fort des 10 premières minutes de la seconde période, tu marques 2 buts, le match est terminé. Voilà. Exactement. Donc globalement, c'est bien d'avoir réagi. Le changement de système est intéressant. Maintenant, la Ligue 1, ils sont pas intéressés par la Ligue 1. Je parle pas c'est pas un manque de respect, c'est qu'ils ont 13 points d'avance. Le championnat, il est fini et on sait que leur tête, elle est au Real Madrid. Voilà, c'est tout. Faut juste à un moment donné être. Déjà qu'elle n'était pas au mois de novembre sur la Ligue 1, j'imagine bien que là, à 10 jours du Real, on a compris. Alexandre, sur le début de rencontre de Saint-Etienne, et on va parler du but de Bouanga, c'est vrai que sur la lignée des derniers matchs de Saint-Etienne, les joueurs de Pascal Duprat n'ont pas hésité à jouer très haut, à gêner la première relance parisienne. Alors, est-ce que parce qu'ils avaient préparé le match en sachant que Verratti, évidemment, était suspendu pour ce match, donc évidemment, quand tu perds un joueur comme Verratti qui, même sous la pression, arrive à sortir des ballons propres, est-ce que tu as été surpris par le début de match des Stéphanois et la pression qu'ils ont mise sur les Parisiens en jouant aussi haut, ce qui a amené aussi le but de Bouanga parce qu'il met la pression sur Danilo. Et d'ailleurs, Yacine, tu le dis un peu de manière ironique dans ton papier, tu dis que n'est pas Verratti qui veut, et Danilo a essayé, c'est vrai, un peu de protéger son ballon façon Verratti, mais il s'est fait piquer le ballon par Bouanga, ce qui amène le premier but, Alexandre. Ouais, non, pas surpris parce que alors, les termes sont peut-être trop gros, etc. Mais aller à la guerre, aller au charbon, c'est tout à fait ce qui colle à une équipe entraînée par Pascal Duprat. Donc vous rentrez dedans, moi je m'y attendais. Moi c'est vraiment comme Yass le disait, l'utilisation du ballon qui m'a étonné. C'est pas le plan de jeu, c'était pas récupérer, balancer devant et on compte sur la vitesse de Bouanga ou Nordin, nos deux ailiers pour faire une différence. Non, il y avait vraiment des circuits de passe préférentiels, ça ressortait, au milieu ça a été propre.
Donc non, je m'attendais à cette pression mise, mais moi c'est surtout l'utilisation du ballon qui m'a beaucoup plu. On a vraiment fait des choses cohérentes. Et comme tu disais, Mousse, hein, pour moi, Verratti, avec Kylian Mbappé, c'est votre deuxième joueur le plus important, hein, clairement. Hein. Tu l'enlèves de cette équipe, il y a un visage totalement différent. Donc peut-être que ça a joué effectivement dans la volonté de Duprat et des joueurs d'aller plus haut et d'aller vous pousser à la faute. C'est ce qui est arrivé sur le but de Bouanga, c'est ce qui est arrivé à la 50e seconde de jeu, où Kerrer se fait aspirer, il se fait prendre dans le dos par Boudbouz. Et heureusement que c'est Boudbouz, hein, parce qu'il est un peu lent. C'est Marquinhos qui revient et qui lui. C'est ça, mais j'étais au parc comme Yacine hier, et voilà, des tribunes, franchement, c'était. En plus, j'étais haut, donc il y avait une vue d'ensemble. Donc tactiquement, ce qu'on proposait, c'était propre. Et par contre, je finis sur ça. Je rejoins totalement ce que dit Yacine. On en reparlera en faisant un focus sur le PSG, mais honnêtement, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Sincèrement, hein, c'est triste à dire parce que il y a des mecs qui payent leur place pour voir du spectacle, pour voir du jeu, pour voir un respect quand même du foot, du jeu. Mais combien de fois j'ai vu des choses simples que le football demandait, mais que les joueurs ne font pas parce qu'ils ont envie de s'amuser, parce qu'ils ont envie de faire plaisir en faisant la passe à un copain. Bref, on reviendra sur ça, mais voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport au PSG. Ça marche, même si je suis pas trop d'accord avec vous. Alors il y a du vrai dans ce que vous dites. Hein. Alors peut-être que, s'en foutre pour moi, c'est un bien grand mot. Ouais, je vois quand même la réaction des joueurs sur, tu vois, quand ils vont contester des trucs ou quand ils célèbrent des buts. Je pense surtout que, comme Yacine, là où tu as raison, c'est la priorité, c'est le Real. Ça veut dire qu'on est sérieux, toujours impliqué dans les matchs de Ligue des Champions. En Ligue 1, on peut se permettre de baisser un peu de régime. Je pense que c'est plutôt ça. Me s'en foutre, je pense que c'est un meilleur mot, mais je comprends tout à fait ce que. Non, c'est pas ils s'en foutent, c'est juste de dire le talent suffira. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire que s'en foutre pour moi, ça veut dire voilà, peu importe le résultat, on gagne, on perd. Non, mais sinon t'as pas la réaction, au moment où tu es mené à 0, t'as pas cette réaction-là. C'est vrai ça. Moi je dis s'en foutre, c'est vraiment nous, on est sur le terrain. De toute façon, le talent suffira. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il n'y a pas besoin de voilà. Ouais, mais on en a souvent parlé, c'est aussi lié aussi au niveau de la Ligue 1, malheureusement, et même si en face, tu as une bonne équipe, parce que c'est vrai que cette rencontre, je sais pas ce que tu en penses, JB, et je reviens vers toi, il y a quelques similitudes avec la défaite face à Nantes la semaine dernière. Voilà, puisqu'on a vu un bon pari en deuxième mi-temps, sauf que là, ils n'avaient pas pu remonter le score, mais c'est vrai que voilà, il y a eu quand même pas une attitude de révolte, on va pas exagérer, mais sur la deuxième mi-temps, quoi qu'il en soit, on a vu quand même un pari dominateur avec pas mal de situations, un peu moins du côté de Saint-Etienne, qu'on avait peut-être un peu plus en première période. Donc dans l'ensemble, toi JB, on a parlé déjà de la composition, j'allais te relancer dessus. Non, on a déjà parlé. On va venir au changement tactique dont parlait Yacine, puis comme ça après Yacine, tu reprendras la parole. C'est vrai qu'on a vu 20-25 premières minutes un peu difficiles, JB, hein, du Paris Saint-Germain. Ensuite, alors moi c'est vrai que j'avais pas tout de suite capté, et c'est en lisant le papier de Yacine. Ensuite, il y a une sorte de changement tactique qui a été peut-être opéré directement par les joueurs. Alors c'est vrai que Marquinhos en avait peut-être marre de couvrir l'ami Kerrer et de se faire peur. Et c'est peut-être dans le match qu'il a décidé de faire ce changement tactique. Et après, c'est vrai qu'après la seconde période, quand les joueurs reviennent, d'ailleurs, il y a un petit flottement, je ne sais pas si c'est capté, parce que quand on voit Di Maria rentrer, on ne voit pas encore Mbappé. Et on a l'impression que c'est Mbappé qui sort, parce que juste avant, il se tient un peu, on a l'impression que tout va bien. Il a participé à la seconde période et c'est Kerrer qui est sorti. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, au niveau du changement tactique, JB? Moi, ce que j'ai aimé, c'est que pendant la première demi-heure, on se fait bouger. On voit un vrai match, c'est-à-dire qu'il y a de l'adversité. Et honnêtement, dans le championnat français, ça serait bien que toutes les équipes nous prennent à la gorge comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Nantes, à chaque fois qu'on se fait rentrer dedans, à chaque fois qu'il y a une vraie pression, une volonté de conserver la balle et d'essayer de jouer sur nos points faibles, et ben mine de rien, ça donne du jeu et ça nous oblige à monter le niveau. Et après, là, je suis d'accord avec Yacine, c'est-à-dire que on a vu très vite que Kerrer, il avait la tête dans le seau, à tel point qu'on retrouvait le Kerrer d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il avait fait un début de saison encore qui était
qui était acceptable. On avait arrêté de le vanner systématiquement, et moi le premier. Sauf qu'il faisait des bons matchs quand il jouait dans l'axe, hein, pas au poste de défenseur, enfin au poste de latéral droit. Malheureusement, il n'a jamais brillé à ce poste-là. Et à chaque fois qu'il est mis là, c'est problématique pour lui. Il n'arrive pas à couvrir la profondeur. Il a du mal à resserrer. Il ne sait pas comment se positionner par rapport au... Bon, enfin bon, il y a la liste, c'est la liste de course d'Auchan, quoi. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et je suis d'accord avec Yacine, je pense que c'est d'abord par les joueurs que ça s'est vu. On a vu un coup de pression de Marquinhos à un moment donné qui a coupé une trajectoire, et on a eu l'impression qu'il régnait vraiment sur le match. Et je trouve qu'on revient pas assez sur ce que Marquinhos apporte à cette équipe, quoi. C'est-à-dire que on avait besoin d'un capitaine, on l'a. On avait besoin d'un régulateur de jeu, on l'a. On avait surtout besoin de quelqu'un qui est capable de reprendre les mecs et de les réorganiser en dehors du coach, on l'a. Et puis derrière, on a vu la différence. C'est-à-dire que c'est devenu un tout petit peu plus cohérent. Pochettino est allé dans ce sens-là. Et le jeu s'est équilibré. On a pu réussir à, je vais pas dire désosser Saint-Etienne, mais les contrer comme il fallait, profiter de leur fragilité, de leur faiblesse, et puis surtout d'un joueur exceptionnel. Après, on a vu un match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match sympa. Tu sais, le match où tu sais que tu peux quand même te prendre des buts derrière, mais tu sais que tu as quand même une vraie chance. La semaine dernière, Nantes, c'était à peu près le même type de match. Hein. C'était un match agréable. Sauf que Nantes, c'est face à Camboire, donc tu perds ton match. Et j'aime pas la défaite. Mais ça m'a fait plaisir aussi parce que tu te dis, voilà, il y a du jeu en face. C'est l'intensité qu'on attendrait dans tous les matchs face au PSG. On verra ce que ça donne contre Nice la semaine prochaine. Si toutes les équipes pouvaient s'aligner là-dessus et nous obliger à être réactifs, performants et à faire exactement l'inverse de ce que disait Yacine, c'est-à-dire imaginer que Pochettino colle son équipe et les laisse se débrouiller comme au faille avec ses potes le vendredi soir, ça serait cool. Ça nous obligera à bosser un peu, quoi. Voilà. En tout cas, c'était sympa pour un samedi soir, tranquille devant la télé. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un match désagréable. J'ai même trouvé que c'était plutôt un bon match. On enchaîne pas deux très bons matchs, mais voilà, deux bons matchs, pas désagréables à regarder en tout cas. Juste par rapport à ça, moi j'avais une question parce que je devais aller au parc et finalement ça s'est pas fait. C'était quoi l'ambiance? Parce que là où j'étais, c'est-à-dire dans mon canapé, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, l'ambiance était vraiment montée d'un cran et qu'on avait retrouvé un sacré soutien de la part du public et une sorte d'euphorie sur la fin. Vous avez eu la même impression, les gars, vous, au parc? En fait, l'ambiance, elle était bonne jusqu'à la 30e. Et en fait, après le but de Saint-Etienne, plus un peu les premières situations qui arrivent, c'est monté. Et en fait, l'égalisation, je pense qu'elle fait vraiment passer un cap parce que le début de deuxième mi-temps, j'ai trouvé que le public, il y avait encore plus de bruit. Pas sûr que s'il y a un 0, il y a un 0 à la mi-temps. Je suis pas persuadé que ce soit le même retour au vestiaire et le même retour des vestiaires. Mais je pense que l'égalisation a fait du bien. Plus le fait que ce soit Mbappé, etc. Donc ouais, je trouve que c'est monté. Par contre, entre le but et la 30e, je trouve il y a un petit creux. Les gens ne savaient pas trop. C'était bizarre parce qu'en plus Saint-Etienne avait des situations de contre. C'était un peu bizarre comme ambiance. Mais oui, après c'est remonté et l'égalisation elle a fait du bien pour l'ambiance. Ouais. Yacine, sur le changement tactique, on continue là-dessus. Donc on a vu qu'à partir de la 25e minute, il y a eu une réorganisation, peut-être due au capitaine Marquinhos, hein, comme je disais, qu'on avait peut-être marre de subir des assauts et surtout de couvrir les bêtises du pauvre Thilo Kehrer. Qu'est-ce que ça a apporté ce changement, d'abord à la 25e minute, puis ensuite la sortie de Kehrer et l'entrée de Di Maria en termes d'équilibre, etc. Qu'est-ce qui a vraiment changé après ce changement tactique, Yacine? Alors, déjà, pourquoi je dis que je ne sais pas si c'est Pochettino ou les joueurs. Et on peut dire qu'Alex, qui est supporter de Saint-Etienne, avait lui aussi remarqué ça depuis les travées du Parc des Princes. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un positionnement, moi, qui m'interroge sur le choix de Pochettino. J'explique. On l'avait vu, le 3-4-3 contre le Real, c'est Danilo qui venait axe droit. À la 25e, quand ça change de système, en fait, c'est Marquinhos qui est axe droit et Danilo axe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est Marquinhos qui dit en gros, Kehrer, il est à la rue, va falloir que je sois plus proche de lui. Ouais. Donc, Danilo vient prendre l'axe. Et en gros, on va jusqu'à la mi-temps comme ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme par hasard, après la mi-temps, le positionnement, c'est Danilo qui redevient axe droit et Marquinhos dans l'axe. Et je pense, moi, que si c'était Pochettino,
il aurait fait ce choix comme il l'a fait contre le Real, c'est-à-dire directement de dire Danilo prend axe droit et Marquinhos reste dans l'axe. Le fait que Marquinhos, ce soit lui qui soit allé couvrir Kerrer, pour moi, c'est un choix de Marquinhos. En gros, venez me couvrir parce que là, il faut que j'aille là-bas, sinon on va prendre l'eau. Voilà. La deuxième chose que ça apporte, de toute façon, ça fait juste 9 mois qu'on répète que le 3-4-3 a l'air d'être le système le plus adapté à cette équipe. Je pense qu'on est quand même pas loin d'avoir raison, parce qu'à chaque fois qu'ils ont joué en 3-4-3, ça a été les meilleures périodes des matchs. D'ailleurs, Yacine, je te coupe, le Real, voilà, bref. Ouais, Yacine, je te coupe 2 secondes. Il faudra aussi que tu nous parles du 3-4-3 avec 4 éléments offensifs. Ça a fonctionné hier, et on se posera aussi la question de est-ce qu'on peut utiliser ce système face à Madrid. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, il y a évidemment l'équilibre que ça apporte, les couvertures sur les latéraux, notamment Mendes qui progresse d'ailleurs. Mendes, vraiment, il fait des très très bons matchs. Donc, l'équilibre que ça t'apporte dans les couvertures. Mais il y a surtout un truc différent. C'est qu'en fait, pourquoi aussi la révolte, entre guillemets, du PSG, elle a été bonne? Parce qu'il y a un joueur essentiel, c'est Marquinhos. Marquinhos, il a joué axe droit pour couvrir Kerrer. Au moment où Paris récupérait le ballon, il venait se situer proche de Gueye à l'intérieur du jeu et le but, l'égalisation, elle part de lui à l'intérieur du jeu comme un milieu de terrain. C'est lui qui trouve Messi à l'intérieur. Et en plus, il est même parti faire des pressings dans les 30 mètres de Saint-Etienne et il en fait un. Moi, je l'ai en tête. C'est même pas sur un corner ou quoi où tu te dis il est placé. C'est sur une action où il suit le ballon, il en fait un. Il est dans les 30 mètres côté gauche. Voilà. En fait, pourquoi il peut se permettre de sortir à un moment donné? Parce qu'il est couvert par Danilo et Kimpembe. Donc, avec son intelligence de jeu, avec ses forces et ses compétences, il est capable d'apporter un plus au milieu, de revenir se positionner. Voilà. Et franchement, Marquinhos, encore une fois, ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais je crois que les gens, s'il n'était pas en Ligue 1, les gens ne se rendent pas compte du niveau de Marquinhos. Et encore hier, il n'est pas très très bon hier. Il est moins bon par exemple que Kimpembe. Il fait 2-3 erreurs sur la première demi-heure parce qu'il doit compenser Kerrer. Mais il fait 2-3 erreurs. Mais globalement, son intelligence de jeu, la façon dont il s'adapte, la façon dont il va chercher des choses. Son sens de l'anticipation aussi qui est incroyable. La qualité de jeu long. Mais franchement, ce joueur, il est exceptionnel. Ah non, c'est vrai. Donc voilà, le changement de système, il a apporté tout ça. Et tu as senti qu'à ce moment-là, Saint-Etienne, justement, eux, n'ont pas trouvé les clés pour retrouver les circuits de passe qui faisaient mal au PSG à 4 derrière et qui changeaient tout à 3. C'est bien que tu finisses sur Saint-Etienne parce que je vais revenir vers Alexandre. Comment t'expliques toi la baisse un peu de rythme de Saint-Etienne? C'est vrai à partir de la 25e, 30e minute. Est-ce que selon toi, c'est ce qu'a dit Yacine, c'est dû au changement tactique ou bien un peu plus tard, c'est aussi dû à l'égalisation juste avant la mi-temps qui fait un peu mal. C'est vrai que quand on égalise juste avant la mi-temps, ça permet aussi d'insérer le doute dans la tête des adversaires. Selon toi, c'est un mix des deux. Qu'est-ce qui s'est passé parce que vraiment en seconde période, c'est vrai qu'on a vu un Saint-Etienne beaucoup moins embêtant pour le PSG. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que physiquement, peut-être qu'on commençait à payer la grosse intensité qu'on avait mise pendant la première demi-heure. Ça, c'est la première chose et ça se comprend. La deuxième chose, effectivement, le réajustement tactique. Moi, des tribunes, c'était flagrant. Yass l'a très bien dit. C'est Marquinhos en fait, qui venait amener le surnombre au milieu, du coup, pour les Parisiens. Et ça nous a énormément embêtés. Du coup, les premières... en fait, nos premières phases de transition qui, pendant la première demi-heure, étaient rendues faciles avec Gourna et Youssouf qui pouvaient lancer Nordin et Bouanga. Là, on avait beaucoup plus de mal. Ouais. Donc, on vous rendait beaucoup plus le ballon, beaucoup plus vite. Et là, forcément, quand on recule face au PSG, ça devient compliqué. Et ouais, comme tu l'as dit, Mousse, effectivement, ce but-là, à la 44e minute, sur une faute de main en plus de Bernardoni, parce que la frappe d'Mbappé, elle n'est pas exceptionnelle. Hein, c'est Mangala le lâche. Alors, Alex, juste pour préciser, c'est vrai que tu as mis dans ton papier Yacine qui est passé entre les jambes de Bernardoni. Il me semble que non. Hein. C'est une faute de main et elle passe sous son bras. Moi, je suis au parc, donc. Ouais. Mais en fait, elle passe sous son bras. L'effet visuel, c'était. Ah, ok. Ouais. En fait, c'est quand il fait la parade, elle passe sous son bras, en fait. Passe sous son bras, ouais. Donc c'est une vraie faute de main de Bernardoni qui nous met dedans, parce qu'il n'y a pas pire moment pour prendre une égalisation. Et après, écoute,
on tombe sur un extraterrestre. Après, voilà, il y a un travail phénoménal de Messi sur le deuxième but de Mbappé, qui conclut parfaitement. Et cet extérieur-là pour Danilo, alors encore avec Mangala qui lâche son joueur et qui pour moi est catastrophique depuis son arrivée. Voilà, c'est. D'ailleurs, hier, Alex, dis-moi si je me trompe, il aurait pu prendre un rouge, Mangala, sur une deuxième faute, qui prend un jaune sur une première faute, et Ouais. il y a un deuxième coup franc qui est sifflé sur une faute de Mangala. Pas de deuxième carton jaune. Pour moi, il était à la limite. Hein. J'ai pas fait gaffe à la deuxième. Alors ouais, la première faute, c'est à la 5e minute de jeu en plus, hein, il me semble, très tôt. Ouais. Il découpe Nuno Mendes, il me semble. Non, c'est Wijnaldum sur le côté, il me semble. Wijnaldum, exactement, pardon. Ouais, sur la prise de balle, ouais. Donc il y a jaune. Je te cache pas que j'ai pas fait gaffe au deuxième potentiel jaune. Mais bon, Kimpembe, il met 2-3 manchettes aussi hier qui sont À peine. qui sont pas sorties. Non, mais voilà, c'était. Je pense que c'est un mix des éléments que je viens de citer qui ont fait que Paris a pris l'ascendant au cours du match. D'ailleurs, juste pour finir sur Saint-Etienne, enfin, on y reviendra un petit peu, mais Pascal Duprat avait fait des déclarations en conférence de presse juste avant la rencontre en disant que si ces joueurs venaient pour prendre des photos avec Messi, Mbappé et Neymar, ils ne viendraient pas. Bon, Ouais. ils n'ont pas pris de photos, ils ont pris une valise. Ah, il est taquin, le mousse. Oui, oh là là. Oui, t'as raison. Juste un petit point sur ça. Vas-y. Je dis ça parce qu'au match aller, quand on perd à Geoffroy Guichard, t'as Miguel Troco, qui est notre latéral gauche, enfin là, qui est totalement mis au placard, mais qui s'était empressé de faire des photos avec Messi, Neymar, etc. Je pense que c'était un petit pic pour Miguel Troco. Voilà. Pour finir là-dessus, on a posé la question à Pochettino pareil en conférence de presse. On a rapporté les propos de Pascal Duprat. Lui a trouvé ça tout à fait normal. Et il a même expliqué que lui, quand il était entraîneur de l'Espagnol et de Southampton et qui, avec ses deux petits clubs, rencontrait des clubs un peu plus huppés, il avait parfois aussi ce type de discours dans les vestiaires. Donc voilà, pour lui, il n'y a pas de polémique. Et voilà, on connaît un peu le personnage de Pascal Duprat. On connaît aussi un peu. D'ailleurs, Yacine pourra nous en parler. Il a travaillé avec lui pendant quelques années. Donc tu nous diras un mot de Pascal tout à l'heure. Ouais. On va venir sur Mangala parce que c'est intéressant. Vas-y. Mais qui a pu croire qu'un mec qui n'a pas joué au foot pendant un an allait arriver au bout de 3 matchs et tenir une défense, être dans le rythme. En fait, sur toutes ses interventions, tu le vois, il est en retard. Il est en retard. Ben oui. C'est ça. Pourtant, il avait l'air affûté. Hein. Il a l'air affûté. Le problème, et j'ai lu un papier très intéressant qui disait que pour un défenseur central, quand il y avait une longue période sans jouer, le plus difficile, c'était pas tant de retrouver la condition physique, c'était de retrouver ses repères. Mais et oui. c'est exactement ce qui se passe sur Mangala. Alors, il est fit, hein. Le mec, il a des pecs, il a des abdos, il prend ses photos sur Instagram en montrant qu'il est opérationnel. Mais putain, depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas un match où il n'est pas à la rue. Et d'ailleurs, il sort à la 55e, 60e. Ouais. Alors, il a un jaune en plus, mais sa performance ne l'aide pas non plus. Mais d'ailleurs, ça concerne aussi d'autres recrues, hein, le fait de ne pas avoir joué depuis un moment. Il me semble que Tube, Crivelli, même Sako, il me semble, sont des joueurs. En fait, c'est le problème de ne pas avoir d'argent et d'être obligé de faire des coups. Ouais. Parce qu'en vérité, les résultats, tu les as en ce moment. Tu les as avec l'équipe de Saint-Etienne qui est là depuis le début de saison. Alors, il n'y a pas la Sako. Ouais, voilà, t'as Sako, mais sinon t'as juste eu la chance de récupérer Kazri du retour de la CAN, t'as Boudbouz qui est mieux, t'as Banga qui est revenu de la CAN, donc en fait tes résultats tu les as avec les anciens de Saint-Etienne, sauf qu'ils sont un peu mieux et que je sais pas si on parle de Duprat après. On peut en parler maintenant parce que moi je voulais après finir sur Mbappé qui avait fait un match stratosphérique. J'allais donner la parole à JB, mais alors si tu veux me donner un mot sur Duprat tout de suite, comme ça après j'enchaîne avec toi JB sur Mbappé et son match. En fait, le truc c'est que... Alors, est-ce que tu peux d'abord expliquer à ceux qui nous écoutent que tu as travaillé à Évian-Toulon-Gaillard à l'époque où Pascal Duprat était coach de l'équipe première. Toi, tu t'occupais de l'école du foot. Ouais. Donc ça concernait quelle tranche d'âge? Donc moi, je m'occupais des U6 au U13, j'étais responsable, et après j'avais une équipe U15. D'accord. Et moi, j'ai été recruté par Pascal Duprat. Donc voilà, c'était le responsable à l'époque. Mais en fait, le truc, c'est que Pascal Duprat, là, il est dans son élément. Il a des joueurs qui, malgré tout, ont du caractère. Et
Pascal Duprat, c'est le roi pour te raconter une histoire qui va t'emmener quelque part. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, moi, je regarde beaucoup de matchs parce qu'en plus, je fais le club des 5 à côté, donc je fais d'autres matchs. Saint-Étienne, je les ai vus jouer plusieurs fois. Il n'y a pas un monde d'écart entre le Saint-Étienne de Puel et le Saint-Étienne de Duprat. Il y a juste un état d'esprit qui est différent, avec des joueurs qui sont prêts à faire les efforts, avec peut-être aussi du coaching régulièrement en cours de match, où il n'hésite pas à amener quelque chose avec notamment Amouma Aouchiche qui rentre très souvent et pas à la 84e. Tu sens que voilà, c'est préparé. C'est en gros, il y a des mecs qui vont se taper pendant 60, 65, 70 et après je vais amener ces mecs un peu plus techniques avec la fraîcheur pour faire une différence. D'ailleurs, Saint-Étienne prend énormément de points dans les dernières minutes. Alors avant déjà, mais dans les dernières semaines, je crois que c'est la deuxième ou troisième équipe de Ligue 1 à avoir pris le plus de points. Voilà, la deuxième équipe de Ligue 1 à avoir pris le plus de points dans les dernières minutes. Mais pourquoi? Mais parce que Pascal Duprat, c'est sa force. Pascal Duprat, il sait te raconter une histoire, il sait te faire te surpasser. C'est pour ça qu'en fait, ça ne dure pas. Parce que ce sont des discours qui sont ponctuels, qui à un moment donné te donnent envie. Qui fonctionne dans un certain contexte, notamment le contexte où tu dois te sauver absolument. Ouais. Mais tu vois, je te dirais. Tu promets la Ligue 2, tu es à ça de descendre, ce qu'il avait déjà fait avec Toulouse, on le rappelle, il y a quelques années. Hein. Mais je te dirais même que, tu vois, c'est presque un discours qui peut. Tu vois, un club comme Lille, aujourd'hui, qui est 10e et qui voudrait aller chercher l'Europe. Mais ça peut même être un discours qui marche pour ça. Mais c'est un discours qui marche sur 4 mois, 6 mois, voilà. Mais sur la durée, à un moment donné, les joueurs, ça les saoule. Son comportement, il est saoulant à Duprat. Par contre, quand il t'emmène avec lui sur les 6 mois comme ça pour sauver ou pour les 10 matchs, bah oui, c'est parfait parce que c'est un mec qui est très intelligent, très malin et qui sait faire croire aux joueurs. Tu vois, quand il dit dans les premières conférences de presse, même après les défaites, moi, je les aime mes joueurs. Vous savez pas ce que c'est d'être footballeur. Mais vous le croyez? Moi, je vous le dis que c'est faux. Non, mais c'est totalement faux. Mais quand il leur dit ça, lui, il sait ce qu'il est en train de dire. Regardez ce que je suis prêt à faire pour vous, moi. Moi, je suis prêt à dire que j'aime mes joueurs, que être footballeur, bien sûr que c'est compliqué, que c'est difficile, etc., etc. Et en fait, derrière ça, eh ben, il emmène les joueurs avec lui. En gros, voilà, vous avez vu ce que j'ai dit sur vous. Maintenant, il va falloir me suivre. Oui, mais alors ça, Yacine, c'est quand même une caractéristique importante pour les coachs d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand tu es coach, tu es manager, tu dois faire aussi du social, tu dois avoir une bonne communication. Parce qu'on a beaucoup critiqué, on a même été sceptique quand Saint-Étienne a recruté Pascal Duprat pour la mission maintien en Ligue 1. Parce que on connaît le profil du coach, il est parfois raillé sur son côté tacticien, etc., ou plutôt coach défensif, coach à la française, où on pense d'abord à ne pas prendre de but et ensuite on voit si on peut en mettre un. Mais force est de constater que depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, la mission en tout cas pour laquelle il a été nommé, elle est plutôt réussie. Je te donne la parole, Alex. Et puis après, promis, on passe à Mbappé, JB. Je vois que tu t'impatientes. Ne t'endors pas. Je finis très vite. Yass a très bien résumé la chose sur Pascal Duprat. En fait, on ne s'attend pas à des miracles quand on recrute un Pascal Duprat. C'est un pompier. C'est un pompier. Il l'a montré à Toulouse. Il a fait 6 mois, 4 mois et demi. Alors, la situation était encore beaucoup plus critique que Saint-Étienne. Il les maintient. Et après, au bout de 6 mois, il part de Toulouse parce que son discours est érodé. On a fait le tour. Quand on recrute un Pascal Duprat, on sait que c'est un pompier de service. On sait que c'est plus un manager qu'un tacticien, parce qu'au niveau tactique, faut pas se le casser, c'est Julien Sablé qui fait la tactique. C'est pas plus rassurant. Mais voilà, en fait, à partir du moment où on sait de quoi est capable ce mec au niveau footballistique et en termes de compétences tactiques, faut pas s'attendre à un jeu léché, etc. Pour moi, il fait très bien ce qu'il a à faire pour l'instant avec les armes qu'il a. Et je pense qu'avec le niveau de jeu affiché, comme par exemple hier soir, qui n'est pas non plus un niveau top, mais qui n'est pas un niveau dégueulasse non plus, on arrivera à se maintenir. Et j'espère que si on se maintient, l'aventure Pascal Duprat s'arrêtera là, parce que ça serait une énorme erreur. Il n'a signé que 6 mois. Voilà, mais attention, je suis dirigeant, voilà, avec le copinage, etc., qui règne un peu dans ce club, ça ne m'étonnerait pas qu'on le prolonge. Mais voilà, en tout cas, Yass a très bien résumé la chose avec Duprat. Ouais, et puis d'ailleurs, la semaine dernière, quand ils font nul contre Strasbourg, c'est ça, et ils ont la malchance que Clermont batte Marseille. Donc ils devaient quand même bien les avoir là, parce que qui aurait mis une pièce sur Clermont
vainqueur au Vélodrome face à l'OM. Donc, à part nous. oui, parce que au classement aujourd'hui, Saint-Etienne doit être toujours parmi les 18e barragistes, non? On est 16e. Ouais, 16e. Bon, on est 16e, mais il y a des clubs qui jouent aujourd'hui. Hein. Voilà, et Bordeaux qui est dernier a un point de retard. Hein, donc ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Quoi. Au moins, vous avez fait Paris. Il y a d'autres adversaires dans votre giron qui rencontreront Paris, qui perdront sans doute les 3 points. Donc, bon, c'est une bonne chose de faite pour Saint-Etienne. On va passer au dernier dossier, c'est le dossier Mbappé. JB, quel joueur! Incroyable match de Kylian Mbappé encore hier. Moi, le geste du soir, c'est vraiment la passe décisive pour Danilo. C'est l'extérieur qui est magnifiquement exécuté. N'est-ce pas, JB? On a vu hier, JB, 2 choses qu'on n'avait quasiment jamais vues. Une banderole du collectif Ultra Paris en soutien à Kylian Mbappé qui lui demande de rester ici, de prolonger. La banderole de mémoire de Bondy à Paris, Kylian, ton histoire s'écrit ici. C'était plutôt pas mal. Ils sont poètes, nos amis du collectif Ultra Paris. Presque romantique. Ouais, exactement. Et chose importante aussi, et je pense que c'était fait exprès de la part de Pochettino de sortir pour qu'il ait une ovation. Et c'est vrai que l'ovation du Parc, on l'avait pas vu depuis un bout de temps. Et même, je disais souvent, on était d'accord avec Cass que on sentait bizarre la relation entre Mbappé depuis son arrivée au PSG, entre Mbappé et les supporters. On sentait pas de chaleur ou d'admiration, ce qu'avait pu vivre par exemple quelqu'un comme Edinson Cavani ou même Javier Pastore. Hein. Mais c'est vrai que chez Mbappé, JB, on sentait pas ça. Et hier, on a vu tout ça. Et on sent que le joueur a quand même été touché. Hein. Il a applaudi longtemps lors de sa sortie. C'est quand même une bonne chose de voir ça, JB. Bah, écoute, pour le spectateur, pour le supporter, j'ai envie de te dire, ce qu'on a vu avec Mbappé, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que d'abord, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Parc qui fasse l'unité comme ça. Ouais. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur être à ce niveau-là. Je suis même pas sûr qu'on ait eu dans l'histoire de notre club des joueurs aussi dominants à l'échelle du championnat. Il y a eu Zlatan un temps, on a eu Daleb aussi, on a eu Rai et Suzic. Mais à ce niveau-là, il est dans la Sainte Trinité, quoi. Il est absolument incroyable. Neymar était clairement en dessous sur sa première grosse saison. D'ailleurs, j'ai oublié de rappeler, JB, je t'en donne la parole. Hein, il égale le record de Zlatan Ibrahimovic hier après son deuxième but. Il en est à 156 buts, toutes compétitions confondues. Donc, il a égalité avec Zlatan Ibrahimovic. Maintenant, il y a un dernier record à aller chercher, c'est celui de Cavani. Il est à 44 buts du record de Cavani. Bon, pour ça, il faudrait qu'il prolonge, hein, JB. Hein. Ah, pour ça, il faudrait qu'il prenne une saison de plus. Hein, et puis, à la limite, on signe. Mais c'est un homme de record. Hein. Je pense que ça peut le titiller, ça. Je pense qu'il y a énormément d'éléments qui l'inciteraient à rester parce que l'équipe du Real, elle est bien sympathique, mais l'année prochaine, elle sera pas en capacité d'aller chercher plus que le titre en Espagne. Il leur faudra énormément d'investissement et Mbappé va leur gréver une partie de leurs moyens. Et aujourd'hui, si vous êtes le PSG, vous mettez ce qu'il faut sur la table pour le garder. Sachant que le PSG, c'est pas que le PSG, c'est aussi le pays qui détient le club, que derrière 200 millions d'euros, c'est une vaste blague pour le Qatar en ce moment. A fortiori avec les prix de l'énergie qui vont s'envoler. Donc derrière, il va y avoir une manne considérable qui va être à disposition du Qatar. Je pense pas qu'Mbappé en fasse une question d'argent. Maintenant, il a fait le tour de la Ligue 1, ça se voit. On l'a vu hier. Bon, moi, quand je vois ça, il me fait penser à Michael Jordan. Il me fait penser à LeBron James. Il me fait penser à ces grands joueurs qui ont dominé leur sport de la tête et des épaules. Hier, c'est ce qu'on a vu. Hein. On a peut-être vu sous le maillot parisien le meilleur joueur de la planète. Peut-être le futur candidat au Ballon d'Or si on arrive à sortir le Real et qu'on va au bout. À voir, c'était incroyable. L'extérieur du pied. Je me suis posé la question pendant une petite dizaine de minutes pendant le match. J'ai décroché après le but en me disant quelle est la dernière fois où j'ai vu ce type de passe extérieur du pied être capable d'aller la mettre à cette distance-là. Et j'ai pas trouvé. Il y en a une magnifique d'Angel Di Maria il y a quelques saisons pour une passe pour Mbappé d'ailleurs ou Draxler, je me rappelle plus. Mais il me semble que Di Maria, il est coutumier du faire. Hein. Des extérieurs, il en fait pas mal. Alors, c'était beaucoup des louches, mais alors moi, celui-là, tu vois, j'y pensais plus. Mais en attendant, moi, ce que j'ai vu hier, c'est un furieux classé, quoi. C'est-à-dire un joueur d'exception. Il est français, il a moins de 25 ans, il est parisien, il est francilien. Aujourd'hui, il porte le maillot parisien. L'ovation du Parc, elle fait du bien, d'autant que t'as raison. Hein. Les relations étaient, on va pas dire fraîches, mais très distantes.
Il avait été un peu sifflé après son vrai faux départ à Madrid cet été. Il avait été sifflé un petit peu, ça n'avait pas duré. Et c'est vrai que ce qu'on a vu hier, voilà, on l'avait pas beaucoup vu. Voilà. Là, quand on le voit sortir, il applaudit longuement sans qu'il ait touché. Alors, il a sa tête de Tortue Ninja aussi, là, quand il s'assoit sur le banc derrière, et on se pose la question de savoir à quoi il pense. Au triplé qu'il aurait pu faire s'il était resté sur le terrain. Voilà. Ou si Neymar avait respecté le jeu au lieu de la mettre à Messi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pas mal, Alex, ça, c'est vrai. Et je sais pas si on se rend compte du niveau de jeu qu'il a là. Enfin, c'est comme Marquis, quoi. Dans cette équipe, on a quand même 3 joueurs de classe mondiale. T'as Marquis, t'as Verratti et t'as Mbappé. Les 3 ensemble, c'est lunaire. Quand tu rajoutes les 2 autres intermittents du spectacle là, qui courent 10 minutes dans le match, et puis un gardien d'exception quel qu'il soit, t'as une putain d'équipe, quoi. Bordel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, même en Europe. Eh ouais. Grande Kylian Mbappé. Grande. Yacine, toujours sur Kylian Mbappé. Bon, évidemment, il a fait un grand match. Il a des stats incroyables. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il a progressé aussi dans certains secteurs de jeu, notamment sur ses passes décisives? Il met de plus en plus de passes décisives. Et j'ai l'impression aussi que la relation avec Pochettino, il a pas mal évolué, notamment devant le but. Sur ses appels, sur le déplacement, etc. On sait qu'il y a une très bonne relation entre Pochettino et Mbappé. Est-ce que tu trouves que toi, sur certains secteurs, il a progressé? Oui, de toute façon, oui, il a progressé. Mais moi, je pense qu'il y a une chose essentielle. Et j'espère que les gens comprendront ce que je vais dire. Parce que, en fait, quand je me plaignais d'Mbappé, c'était plus sur le comportement que sur ses qualités. Mais expliquez-moi qu'aujourd'hui, il continue de ne pas respecter le jeu. Mais vous voyez pas qu'il a. Pour moi, c'est là sa progression. C'est là où il a franchi un cap. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faisait ses gestes inutiles 30 fois par match pour amuser la galerie avec Neymar, il a plus le temps de les faire. Il prend le ballon pour aller marquer, il prend le ballon pour aller faire des passes, il prend le ballon pour aller faire des différences. Il prend plus le ballon pour dire regardez-moi le Parc des Princes. Moi aussi, je peux faire ce que Neymar il fait, le passement de jambes, la roulette, la semelle, la passe derrière le dos, etc. Mais c'est tout. Et aujourd'hui, quand tu vois ce Mbappé-là, mais oui, je le dis, mais évidemment qu'il est incontestable et qu'il est trop fort. Maintenant, venez pas me dire, ah ouais, alors il y a 6 mois, on t'avait dit. Non, mais moi, je continue de vous dire qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, évidemment qu'il y avait des matchs où il était très bon, et je l'ai dit, comme à Barcelone, etc. Mais il y avait, allez, je vais être gentil, 3 matchs sur 5 où il se moquait un peu de tout le monde. Je suis désolé, cette année, moins, et depuis janvier, encore moins. Depuis janvier, tu as l'impression qu'il est en mission. Je pense sincèrement, Yacine, que c'est vraiment l'apport de Pochettino qui lui a dit débarrasse-toi de ces gestes superflus, tu marqueras beaucoup plus de buts. Et bien sûr, ça c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que là, il est en mission. Ça veut dire que j'ai plus le temps d'amuser la galerie, j'ai plus le temps de faire. Maintenant, c'est l'efficacité. Je dois être efficace. Voilà. Et dans ses gestes, dans ses prises de balles, d'ailleurs, c'est un des seuls qui joue avec son latéral quand il y a besoin. Son centre, alors juste quand même pour ceux qui aiment le foot, son centre, il est exceptionnel. Mais bon, pour ceux qui ont connu Quaresma, Quaresma, il le faisait à peu près sur chaque centre 14 fois par match. Donc bon, on va se calmer. Mais son centre, il est exceptionnel quand même. Oui, mais Quaresma, il n'était pas autant de buts que Mbappé. Ah non, ça c'est. Non, mais Quaresma, de toute façon, il ne marquait pas de but, il faisait que ça. Lui, il se mettait là-bas, il faisait que des externes. Non, mais voilà, moi, quand je reproche quelque chose aux joueurs, j'en discutais rapidement avec quelqu'un sur Twitter qui me disait ouais, t'es trop exigeant. Mais en fait, c'est pour ça. Moi, c'est ça que je veux d'un joueur. C'est ça que j'attends d'un joueur. Quand tu as un potentiel comme ça, c'est ça que j'attends de toi. Parce que si c'est pour me faire ce qu'un mec de cité peut faire dans le terrain en bas de chez lui, mais j'ai pas besoin de toi. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est toi, tu le fais à haut niveau, à très haute vitesse, dans la densité, dans l'efficacité pour faire gagner ton équipe. Voilà. Ben oui, aujourd'hui, moi, Mbappé, il y a même plus de débat, quoi. Alex, vu d'un supporter adverse, la trajectoire d'Mbappé, le match qu'il fait hier, c'est incroyable. J'imagine que les défenseurs stéphanois, début du match, quand tu vois un trio Neymar, Messi et Mbappé en super forme, c'est pas très rassurant, ça. Non, mais c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. En fait, j'allais reprendre les mêmes mots qu'Yacine. Il est en mission. Il est en mission, le mec.
tu le vois des tribunes, c'est encore plus flagrant parce qu'à la télé, tu vois pas toujours ça, mais c'est un des seuls dans le trio offensif dont tu parlais, Mousse, à proposer. Il décroche, il repart, des appels contre appels, il dézone. C'est le seul qui propose des choses. Il va à une vitesse, le mec est inarrêtable. Hein. J'ai une action en tête. Récupération d'un ballon en deuxième mi-temps du PSG au poteau de corner, au poteau de corner. Contre, Neymar récupère, il te tape un sprint à la 80. Oui. Tu vois, mais à la 80e minute, il va proposer la solution dans le dos. Tu vois, il passe à la gauche de Neymar dans le dos. Enfin bref, voilà, il est exceptionnel, il est inarrêtable. C'est vrai qu'il a plus de ces gestes superflus avec ses passements de jambes qui servent à rien à part perdre du temps à l'action et au jeu. Donc non, il est juste exceptionnel. Voilà, faut être super heureux de l'avoir dans notre championnat, même s'il nous fait mal à chaque fois. Mais j'espère sincèrement qu'il va rester à Paris parce que on a besoin de ce genre de joueurs pour notre championnat et pour la Ligue 1 parce que il est juste exceptionnel. Voilà, vraiment. Par contre, JB, on sait que c'est important pour Mbappé d'être la tête de gondole du projet, le facteur X, puisque c'est un terme qui, je crois, qui est beaucoup employé en NBA. Toi qui suis beaucoup la NBA, JB, il faut absolument qu'il prolonge. Ça serait incroyable pour le Paris Saint-Germain. Je pense que il vivrait les prochaines saisons beaucoup plus sereinement. Et surtout pour la Coupe du Monde qui aura lieu en fin d'année au Qatar, JB. Hein. Donc ça serait vraiment une grosse réussite et ils partent de très loin les Parisiens. S'ils réussissent à faire changer d'avis Kylian Mbappé, ça aurait un gros impact aussi au niveau mondial non seulement pour le Qatar mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Moi je pense que la solution idéale serait qu'il rempile pour une année avec un transfert négocié à l'avance autour d'une centaine de millions d'euros, tout le monde serait content. Il n'y aurait pas de problème avec le Real, il irait jusqu'à la Coupe du Monde, il sortirait la tête haute, probablement avec un titre de meilleur joueur ou en tout cas l'espoir d'aller d'une deuxième Coupe du Monde. Sachant que la première étape, ça va être la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis et qu'on espère le PSG s'y présenter en tant que candidat au titre. Ouais, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule même en termes d'histoire personnelle. Après... moi, ce que je vois, c'est son âge. Il est tellement jeune. S'il va au Real maintenant, il va faire quoi? Il va faire une Benzema, il va y rester 10 ans. Il est finalement pas à un an près. Et le contrat que lui prépare le PSG sera jamais atteint. Alors, c'est une info qui vient de la presse anglaise ou espagnole. Alors, faut toujours se méfier parce qu'ils sortent des chiffres parfois un peu... je sais pas comment ils font leur calcul, mais là on parle d'1 million d'euros par semaine, ce qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Il n'y a pas d'équivalent sur la planète foot. Mais c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, JB, je suis pas sûr qu'il en fasse qu'une question d'argent. Il y a aussi le projet. Et d'ailleurs, c'est là que je voulais dire tout à l'heure, JB. On a encore vu hier, par exemple, que ce soit pour les coups francs, les coups de pied arrêtés, voilà, c'est pas le numéro 1, hein, c'est Neymar c'est Neymar ou Messi. La vraie question, c'est le positionnement des trois. C'est-à-dire que si on se souvient, alors je fais une digression, mais si on se souvient du départ de Neymar du Barça, c'est parce qu'il voulait être le seul et la tête de pont du projet. C'est pour ça qu'il arrive au PSG. Aujourd'hui, quand Mbappé était sur le point de surclasser Neymar et était devant lui, on lui colle Messi dans les pattes. Même un Messi retraité sur une demi-jambe avec toute sa famille à charge, Mbappé, il reste meilleur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le positionnement des campagnes de communication du PSG autour d'Mbappé. Et quand on le voit par exemple sur la sortie du dernier kit, il y a Messi d'un côté et Mbappé est vraiment au cœur du projet. On n'a pas vu Neymar par exemple. Neymar qui s'est d'ailleurs permis quelques sorties sur son avenir et notamment sur la MLS. Messi a fait pareil. Les mecs Neymar, il en rate pas une. C'est bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la direction du PSG va devoir se bouger. On sait que cette direction aujourd'hui, elle est, on va dire, elle est pas unanime. On sait que beaucoup de choses vont dépendre aussi du parcours en Ligue des Champions. Si Mbappé reste, mais on a tout gagné, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de recruter autour. T'as presque envie de te dire que tu pourrais te débarrasser des deux autres. Tu vas les garder, mais tu pourrais t'en débarrasser. Aujourd'hui, on a une marque qui est installée. On a un joueur d'exception. Il faudrait tout faire pour le garder. Et je pense que c'est pas uniquement par l'argent, il faut lui donner des preuves d'amour. Il faut lui montrer qu'avec ce club-là, il peut aller jusqu'au bout. L'ovation du parc hier, j'ai presque envie de dire que c'est dommage parce que c'est trop tard à mon avis.
il aurait fallu que ça commence bien avant. C'est là où le CUP est intelligent. C'est là où on a la chance d'avoir les supporters qu'on a aussi. Parce que cette banderole, elle reste dans la tête des joueurs et elle reste dans l'environnement. Et ça va tourner. Il faut que sur les prochains matchs, j'ai envie de dire, on fasse une standing ovation à chaque fois s'il est bon et qu'il soit capable de nous porter face au Real. S'il le fait, il y a une fenêtre de tir. Après, c'est à Leonardo et la direction parisienne de faire. J'ai aucun doute quant à l'épaisseur du chéquier, hein, surtout avec la crise qu'on est en train de traverser. C'est-à-dire là, honnêtement, le Qatar va être en position de force, les prix du gaz vont exploser. C'est autant de revenus qui rentrent pour le Qatar. La question après, c'est seront-ils capables de le convaincre? Un dernier mot, Yacine, sur Mbappé, sur son avenir. C'est vrai que la saison prochaine, au Real Madrid, on n'est pas sûr d'avoir à la tête de l'équipe Carlo Ancelotti, qui est pas mal critiqué, notamment pour le jeu qu'il produit avec son équipe. Donc il y a aussi un flou de ce côté-là pour Kylian Mbappé, même si le même flou est autour du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que Pochettino normalement ne devrait pas continuer au-delà de cette saison. Il est lui-même approché par le Real Madrid et de l'autre côté par Manchester United. Ça aussi, ça peut faire peut-être changer d'avis Kylian Mbappé, qui se dit bon, Madrid la saison prochaine, on sait pas trop où ils vont. Ils veulent aussi recruter Haaland. Ça peut être aussi une bonne chose pour Mbappé. Et puis, comme l'a dit JB, pourquoi pas. Alors, une saison JB, c'est pas possible parce qu'il repartirait libre. Si on veut qu'il puisse rester une saison de plus et pouvoir le revendre, il faudrait 2 saisons. Voilà. Et qu'il parte au bout de la première. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un contrat de 2 ans où ils partent au bout d'1 an avec un montant déjà fixé, accessible pour Madrid. T'as tout le storytelling derrière. Il a tout gagné au parc. Maintenant, il va conquérir le Real. Le Real, c'est nos amis. Voilà, ce genre de délire. Je le vois comme ça. Ouais. Yacine, sur ce que je viens de dire, est-ce que tu penses que ça peut être aussi un atout, ça, en tout cas, pour faire réfléchir Kylian Mbappé? Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses parce que la Liga, elle est en reconstruction, entre guillemets. Alors, c'est toujours pareil, il y a toujours le pour et le contre, entre guillemets. C'est que le pour, c'est qu'il arriverait en tête d'affiche maximale, c'est-à-dire que c'est lui la star de la Liga. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'aller dans une Liga qui est en reconstruction, qui est moins attrayante, voilà, il y a plein de choses autour de ça. Est-ce que il aurait 26 ans, je te tiendrai pas le même discours. Il a 23 ans. Il y a la Coupe du Monde en novembre. Parce qu'en plus, la Coupe du Monde arrive en plein milieu de saison. Voilà, tout ça, moi honnêtement, j'étais sûr et certain que tout était réglé. J'ai un peu plus de doutes parce que je pense qu'il y a eu, depuis 3-4 mois, certains éléments qui peuvent être venus un peu mettre un petit grain de sable dans la réflexion. Le match face au Real, la puissance de la Liga, la Coupe du Monde en novembre, le fait de se dire, ok, voilà, on t'a donné tout ce que tu voulais, reste avec nous, la Coupe du Monde, en plein milieu de saison, fais la saison avec nous. Au lieu de demander 200, on demande 100. Tu vois ce que je veux dire? On s'arrange entre nous. Bref, parce que t'as pas le droit de le faire en France, malheureusement, les clauses, t'as pas le droit d'en mettre. Donc voilà. Moi, je pense que la réflexion, honnêtement, je pense pas qu'elle soit aussi certaine. Ouais, c'est plus définitif comme on pouvait le penser il y a 3-4 mois. Ouais. Et il y a notamment aussi l'histoire de l'effectif du Real qui est très vieillissant. Et je pense que la saison prochaine, effectivement, tu pourras plus compter sur des Kroos, sur des Modric, parce que le Real a besoin aussi de recruter dans pas mal de secteurs de jeu. Et c'est peut-être aussi que Mbappé se dit, moi, s'ils m'achètent, s'ils me prennent avec un salaire stratosphérique, est-ce qu'ils auront encore les moyens d'aller faire un bon recrutement? Parce qu'on sait que pour Mbappé, c'est très important de savoir avec qui il va jouer, parce que oui, il y a Benzema. Benzema, il a 34 ans, et à ce rythme-là, le Real ne prolonge que d'une saison. C'est peut-être la dernière saison d'Mbappé, et c'est peut-être aussi pour ça que Pérez le veut absolument cette saison Mbappé, pour pouvoir faire au moins une saison avec Benzema. Voilà, ça peut aussi jouer dans sa réflexion, messieurs. Mais justement, je voulais finir là-dessus. C'est que le truc, c'est que effectivement, on entend Haaland et Mbappé. On sait aussi que c'est malgré tout l'histoire du Real qui veut ça. Hein. Le Real a toujours été fan, depuis les années 50, les Di Stefano, d'acheter les plus grands attaquants du monde parce que c'est l'image réelle, etc. Sauf qu'à un moment donné, ces joueurs-là savent que, on peut reprendre toujours l'exemple des Galactiques, mais oui, offensivement, ils ont fait des choses magnifiques, il y a eu des matchs exceptionnels, et c'était le spectacle, sauf que les Galactiques, ils n'ont rien gagné pendant 4 ans. Donc, à un moment donné, voilà. Et ces joueurs-là ont besoin de titres aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le football de tu joues au Real, c'est déjà magnifique. Les mecs veulent gagner des choses. Et effectivement, le Real, cette année, il va falloir qu'il recrute au poste de latéral droit, il va falloir qu'il recrute au milieu, il va falloir qu'il recrute un banc de touche. Il y a des joueurs qui sont complètement portés disparus comme Isco. Un coach aussi, Arias. Hein. Il y a effectivement le problème Ancelotti. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et Mbappé, je ne pense pas qu'il soit prêt à perdre un an. Voilà, dans sa du monde. Parce que la question de l'adaptation, elle est forte. C'est-à-dire que tu vas pas dans un club en totale reconstruction à 6 mois d'une Coupe du Monde, dans un championnat que tu connais pas, avec la nécessité de s'adapter. Faut pas oublier non plus que ses parents sont séparés et que le garçon aujourd'hui, il est autonome, avec toute l'intelligence qui est la sienne. C'est prendre un sacré risque, alors que objectivement, dans son carnet de route, son objectif, c'est de faire une pelée, c'est-à-dire faire le doublé en Coupe du Monde. Aller au Real maintenant, moi je vois. C'est prendre plus de risques que de rester au PSG 6 mois tranquille, tout est fait pour toi, tu vas faire la moitié des matchs, les mecs ils vont te mettre au frigo tranquillement avant la Coupe du Monde, et en plus, c'est ton propriétaire qui organise, donc tu feras ce que tu veux. Non, c'est pas. Bon, écoute, on verra. De toute façon, je pense que la décision de Kylian sera prise après l'élimination du PSG, que ce soit en huitième, en quart, ou nous, on l'espère en tout cas, qu'ils aillent jusqu'au bout au Stade de France. C'est aussi une des conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La finale de Ligue des Champions a été délocalisée. Elle se fera au Stade de France, parce qu'à la base, elle devait se faire à Saint-Pétersbourg, il me semble. C'est bien ça. Hein. Donc voilà, c'est une des conséquences. On voulait en parler un peu, mais on n'a pas beaucoup de temps, JB. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition, et puis on aura peut-être un peu plus d'infos. On voulait parler aussi de la relation entre les clubs, enfin les propriétaires de clubs au Moyen-Orient et la Russie, qui sont parfois très étroits. Notamment, tu me parlais des Émirats Arabes Unis, propriétaires de Manchester City. Et puis aussi le fait que tous font partie de l'OPEP, hein, les producteurs de pétrole. Donc il y a évidemment des liens étroits avec la Russie, mais t'as oublié les liens étroits avec l'UEFA quand même. Oui, aussi, bien sûr. Là, ils sont partout, en fait. C'est vrai. La semaine prochaine, a priori, Gazprom, c'est fini. Ouais. Oui, il me semble que c'est Schalke qui a déjà retiré le sponsor. Schalke qui est pourtant un club en difficulté, qui a besoin d'argent. Hein, donc, et puis, on verra comment ça se passe. Les mains d'Abramovich. Hein. Oui. Mais ça a été décidé hier. Et pour m'être renseigné un petit peu, j'aimerais pas être à la tête de Chelsea en ce moment. Parce que là, il y a une vraie vacance du pouvoir. Le club va se regarder, et même Tourelle va nous faire une tourelle. C'est-à-dire, là, il est en train de se demander ce qui est en train de se passer. Les joueurs aussi. Moi, j'ai lu une info, alors je sais pas si c'est sérieux ou pas, mais les propriétaires de Nice, donc c'est Ratcliffe, qui avait déjà tenté, a priori, de racheter il y a quelques années Chelsea, qui n'avait pas réussi. Sans que c'est peut-être le moment ou jamais de faire une belle opportunité. Ça. Et les Américains, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. Même si le club est bien géré, hein, à chaque fois j'oublie son nom. C'est la directrice générale. Hein, mais là, tu rachètes pas Bordeaux. Hein. Ah bah évidemment. Ouais, c'est autre chose. C'est pas les mêmes Américains. Et puis Ratcliffe a les moyens. Là-dessus, il y a aucun doute. Alors, avant de vous libérer, parce que on va quand même dire un petit mot du match de Messi. Neymar, on en a parlé. Il revient. Il a besoin encore un peu de rythme. Beaucoup trop de ballons perdus hier. Je pense qu'il est toujours pas prêt. Messi, en un mot, messieurs, je viens vers toi, Alexandre. Moi, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Il y a eu pas mal de situations. Il y a pas mal de combinaisons entre lui, Neymar, lui et Mbappé. Les trois aussi, parfois, de temps en temps. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, hier, Alex, rapidement? Ouais, il y a du mieux. Il a plus le coup de rein, mais il est quand même capable de fulgurance, notamment sur le deuxième but de Mbappé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que 2-3 fois dans le match, au moment de coups francs qu'il allait tirer, etc., t'as le parc qui se lève et qui crie Messi. Ah, mais ça, c'est insupportable, ça. Ça, c'est insupportable. Ouais, je pense que c'est bien pour lui. Mais c'est un chant typiquement barcelonais, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est pas le collectif Ultra Paris qui fait ça. Ça, c'est le tribune latérale, faut être clair. Ouais. Mais je trouve que c'est important pour lui. Mais non. Non, peut-être. Mais voilà, de retrouver ou de trouver. Mais je comprends ce que tu veux dire. D'avoir cette connexion avec le public. Par contre, honnêtement, lui et Neymar, ils respectent pas le jeu. Sincèrement, tu sens que le mec, il veut que jouer avec Neymar et Di Maria, quoi. Alors que le jeu demande autre chose. Et franchement, alors moi, je suis supporter de Saint-Étienne, donc je m'en tape un peu. Passez-moi l'expression. Mais vous, en tant que supporter du PSG,
Ça doit être insupportable, Moi, sincèrement. je trouve qu'entre la relation avec Mbappé est meilleure. Hier, il y a quand même eu des échanges. Il n'y en a pas eu que pour Messi. Alors parfois, évidemment, tu as raison. Parfois, le bon choix était de la Ah ouais. donner à Mbappé et une fois, je crois qu'il l'avait remise à Messi ou le contraire. Ah ouais, sans rencontre de la saison, je parle même combien de fois il a Hakimi sur le couloir droit, juste parce qu'il veut faire son petit numéro avec Neymar, à faire des 1-2, à jouer dans les petits espaces. Enfin bref, voilà, c'est la chose qui me chagrine le plus avec Messi. JB sur Messi. Bah, il y a du mieux. Par certaines prises de balles, on a retrouvé le Messi qui fait des différences. Sur le but d'Mbappé, il y a quelque chose de magique. Parce que les voir jouer ensemble, putain, c'est beau le football quand ça va à cette vitesse-là. Après, sur l'ensemble du match, il est en deçà de ses standards. C'est pas le Messi qu'on espérait, mais on savait qu'à l'âge qu'il a, ça allait être compliqué. Il y a du mieux, mais c'est vrai qu'il serait, et là je suis d'accord avec Alex, il serait inspiré de respecter davantage le jeu en jouant avec tout le monde. Et là, on n'a pas vu Hakimi, mais si Hakimi avait été là, il aurait longé le couloir, il aurait fait les allers-retours, il aurait regardé tout le monde, il serait dit, bon, bah, je vais prendre des selfies. Mais là, du coup, c'était Di Maria, c'était beaucoup mieux. Hein. Ah bah oui, mais là, c'est pas pareil. Di Maria, c'est la famille. Di Maria, c'est un pote, c'est différent. Oui, c'est ça. Yacine, un dernier mot sur la rencontre de Léo Messi. Je suis obligé de dire un mot sur Di Maria parce qu'il y a une action. Di Maria, il doit décaler Neymar ou il doit frapper. Il a arrêté le ballon. Je ne sais pas si vous avez fait attention, comme à l'entraînement. Tu sais, quand tu fais le jeu de. Hein? Il fait une remise pour Messi. Ouais. Il lui arrête le ballon. Il lui a arrêté le ballon, genre, vas-y, viens frapper, s'il te plaît. Non, mais c'est trop. Non, mais c'est trop. C'est trop. Pour Messi, oui, évidemment qu'il y a du mieux. Maintenant, pour ceux qui suivent la Minute Coach, j'ai parlé du match de Messi contre le Real. Et à la fin de la vidéo, j'ai parlé de son nouveau rôle. Pour moi, en fait, son nouveau rôle, il doit être très simple. Pour donner un exemple, en première période, il a un ballon dans la surface, il veut accélérer, il n'arrive pas à prendre Mangala de vitesse. Donc maintenant, il faut arrêter. Voilà, c'est stop. Parce que la série de dribbles là, devant la surface de Saint-Etienne, le premier crochet, il est bon. Après, tu as quand même 4 Stéphano autour de lui qui n'osent pas avancer. D'accord. Tu parles sur le but de Mbappé, tu parles l'action sur le but de Mbappé. Ouais. En fait, ils l'enferment et du coup, ils ne savent pas s'ils doivent avancer, pas avancer. Donc, ils restent autour, tu sais, à cadrer. Parce que c'est Messi, encore une fois. Mais si tu es un peu conscient des lacunes de Messi aujourd'hui, tu peux y aller, je te le dis. Il ne passera pas en vitesse. Ouais, bref. Donc, c'est mieux. Maintenant, évidemment que je rejoins ce qu'a dit Alex. Pour moi, la base, c'est le respect du jeu. Moi, aujourd'hui, je suis coach du PSG, je le mets comme ça, Messi. Messi, derrière, Neymar, Mbappé. D'accord. Les latéraux très hauts, ça fait que tu as une ligne de 4 devant. Tu as Messi derrière. Organise-moi ça. Mais organise-moi pas ça en fonction du joueur qui est devant toi. Si c'est Neymar, je donne le ballon. Si c'est Mbappé, je donne peut-être le ballon. Et si c'est un autre, je donne pas le ballon. Organise-moi ça comme un vrai patron de je respecte le jeu là où on va faire les différences. Si le jeu il est avec Hakimi, c'est Hakimi. Si le jeu il est avec Mendes, c'est Mendes. Voilà. Et je pense réellement. Si c'est avec Kerrer, on lui donne ou pas? Avec Kerrer, arrête. Moi, c'est le seul à la limite où je connais rien. Bref. Non mais. Un mouton, regarde. C'est important parce que en fait, je pense qu'il ne peut plus faire ce qu'il a fait, et ça, on en est conscient. Il faut que lui soit conscient qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il soit au service des autres, mais ça ne veut pas dire le rabaisser lui. C'est, je vais mettre tout ce que je sais faire au service de l'équipe. Voilà. La première passe sur Mbappé dans la profondeur entre les deux là, elle est très bonne. Ouais. Tu vois. Et peut-être qu'il y a 3 semaines, il aurait pris le ballon, il aurait essayé de rentrer dans l'axe en se servant de l'appel d'Mbappé. En fait, tu demandes beaucoup plus de simplicité dans son jeu et ça permettra notamment d'avoir beaucoup plus de buts, de lancer. Voilà, et d'être conscient que tu peux plus prendre le ballon et faire 40 mètres. Non, donc, sers-toi de ta qualité technique. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette rencontre. Moi, je mettrais une petite pièce sur un départ de Messi l'été prochain. Je le sens. Je pense qu'il fera pas plus d'une saison parce que malgré tout, je le sens pas très heureux et je parle pas. Peut-être aussi dans son football, hein. Peut-être le championnat ne lui plaît pas, c'est moins ouvert, c'est plus physique. Il a pas les moyens de s'exprimer comme il le voudrait. Et on sait il y a la rumeur Miami qui est revenu là. Ouais. Puis on sait aussi que c'est très important sa vie de famille, ses enfants, sa femme. Évidemment, Miami, les États-Unis, les palmiers, le soleil, ça lui correspond beaucoup plus qu'à la grisaille parisienne et l'espagnol aussi parce que c'est très hispanique. Oui, puis il veut fuir Anne Hidalgo aussi. Je pense que voilà, je pense qu'il en a un peu Anne Hidalgo. Ça, il est pas le seul.
Mais voilà, moi je mets une pièce sur un départ de Messi cet été. Voilà. C'est pas une info, c'est un ressenti, mais voilà. Et je pense que ça peut être aussi un atout pour garder Mbappé. Ouais. On verra comment ça se déroule en fin de saison. Mais moi je pense que c'est pas impossible. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné ce matin, un dimanche matin. Merci, on s'est levé un peu tôt. Oui Alex. Je fais juste une petite pub pour Santé Inside. Mais oui, vas-y. Comme vous le saviez, on a monté notre émission hebdomadaire, donc le Santé Night Club, tous les lundis à 21h, à retrouver sur la chaîne Twitch Santé Inside. Et on fête nos 1 an ce lundi. Et il y a Julien Cazard qui est notre invité. Donc, voilà. Très bien, camarade Julien Cazard. Voilà, donc vous le connaissez bien. Donc j'invite tous les supporters parisiens qui aiment Julien et qui voudraient aussi débriefer ce match, revenir sur ce match, à suivre ce live et voilà. Écoute, tu pourras lui passer un bonjour de ma part. Hein. Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis si j'ai l'opportunité, je jetterai un œil en direct ou sur le replay. En tout cas, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que tu es un membre fondateur du compte Twitter Santé Inside. Et puis là maintenant il y a la chaîne Twitch, il y a vos débriefs le lundi soir. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y a un projet qui sort bientôt. Mais bon, on va refaire une émission spéciale parce que je trouve que c'est très intéressant. L'immense Pernia. Avec Grande Clemente Pernia. Alors c'est un bouquin où tu es parti interroger les politiques sur le football, sur le projet, sur leur projet en tout cas, notamment en période électorale, ce qu'ils comptent faire pour le sport et le foot en particulier. Voilà, tu as rencontré des députés, des ministres, un ancien Premier ministre aussi. Donc voilà, le livre est terminé. Il sort quand? Dis-nous tout, JB. Alors, ça sort le 31 mars. Ça s'appelle La République du foot chez Amphora. C'est avec l'ami Clemente Pelnia, El Grande Supporter du PSG. On va probablement faire un événement le 31, donc vous serez tous invités, à commencer par Yacine, mais il faudra pas qu'il soit trop énervé parce qu'il y aura eu des matchs du PSG avant. Évidemment, on accepte aussi les autres supporters. On a fait un tour des rapports entre les politiques français et le foot. Et je peux te dire qu'il y a des choses à dire. Bon, bah écoute, de toute façon, on fera une émission autour du livre avec toi et Clément. Donc on rappelle, ça s'appelle La République du foot, c'est aux éditions Amphora et ça sort le 31 mars, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas JB de nous avoir accompagnés. Et puis l'autre grande Yacine Amnet qui était avec nous ce matin, comme d'habitude. Merci coach. Et nous, on se retrouvera, je pense, dimanche prochain, parce que le match a lieu samedi soir. Ça sera Nice face au Paris Saint-Germain. Et puis nous, on se retrouvera dimanche pour débriefer le match et se projeter sur le 8e de finale retour Real Madrid, Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, bon dimanche, bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao. Ciao les gars.